Salut, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir on va faire une vidéo 100% extraterrestre, 100% ovni, 100% alien. Donc je sais pas si toi tu crois aux extraterrestres, à leur existence. En tout cas moi voilà, il y a toujours une petite part quand il y a des témoignages ou même de manière générale toujours une petite part qui dit c'est possible. Voilà, je trouve que c'est très prétentieux de dire qu'on est les seuls habitants de la galaxie, des milliers, des milliards de planètes qu'on connaît pas, des trucs de voilà. De dire qu'on est les seuls êtres entre guillemets intelligents, on va dire, c'est assez prétentieux en vrai quand on connaît le nombre d'endroits où on n'est jamais allé, on n'ira peut-être jamais d'ailleurs. Donc bon, mais concernant les témoignages, voilà, toujours une petite part qui dit bon, c'est possible, mais il faut quand même faire attention. Il y a aussi la part qui dit la part rationnelle, tu vois. Mais voilà, j'exclus jamais cette possibilité que ça soit vrai. Donc je vais te lire aujourd'hui 4 témoignages, 4 histoires qui sont arrivées au niveau de témoignages, voilà, de gens qui ont rencontré des aliens, qui ont vécu des choses. Elles sont toutes arrivées donc aux États-Unis par contre. Et on va essayer de voir un petit peu ensemble tout ça, tout ça. Donc on va commencer. On va commencer par une courte. Alors, l'enlèvement de Pascagoula et le prétendu rapt en 1973. Deux collègues de travail, Charles Hickson et Calvin Barker, donc par des extraterrestres à bord d'un vaisseau lors d'une partie de pêche près de Pascagoula dans le Mississippi. Cette affaire fit grand bruit aux États-Unis à l'époque, donc on va lire le témoignage, c'est assez court. Enfin, en tout cas, ce qui est retranscrit en traduction sur Wikipédia. Donc, on nous dit tout simplement qu'un jour, en pêchant sur le fleuve Mississippi, Charles Hickson, âgé de 42 ans, et Calvin Parker, âgé de 19 ans, entendent un bourdonnement étrange et aperçoivent soudainement un ovni, donc un truc qui vole non identifié, un objet volant non identifié. Une porte s'ouvre et 3 créatures apparaissent qui tirent les 2 témoins paralysés dans l'ovni. Donc les 2 pêcheurs qui sont paralysés, les ovnis, ils les tirent, ils les foutent, enfin les ovnis, les extraterrestres, ils les prennent et ils les mettent dans l'ovni, dans la soucoupe si tu veux, dans le truc volant non identifié. Parker aurait même perdu connaissance. Dans l'ovni, les 2 victimes auraient subi des expérimentations médicales. Selon leurs témoignages, les extraterrestres humanoïdes possédaient des pinces similaires à celles des homards, des pattes similaires à celles des éléphants, et ne possédaient pas de yeux. Leur peau serait pâle et très ratatinée. Au bout d'environ 20 minutes, Hickson et Parker sont déposés sur Terre par les créatures. Les 2 hommes racontent leurs expériences dans un commissariat du comté de Jackson au shérif Fred Diamond, qui pense initialement à un canular. Pour clarifier l'affaire, le shérif laisse les 2 hommes ensemble dans une pièce équipée d'un microphone caché. Mais Hickson et Parker continuent de parler de leur expérience de la même manière. Donc voilà, ils ont essayé de vérifier si les deux personnes, les deux pêcheurs racontaient la même chose alors qu'ils n'étaient pas à côté. Ils étaient plus dans la même pièce ensemble et apparemment oui. Donc ça a fait beaucoup de bruit. Donc en quelques jours, l'enlèvement de Pascagoula prend une dimension internationale et une foule de journalistes s'abat sur la ville. Les ufologues James Harder de l'Arial Phenomenon Research Organization et J. Allen Hynek recueillent leurs témoignages et après avoir tenté de les hypnotiser, Harder conclut que Hickson et Parker ont été témoins d'un phénomène extraterrestre. Hynek, quant à lui, est d'avis qu'ils ont vécu une expérience réelle et effrayante. Et voilà, il y a eu une exploitation commerciale ensuite. Donc ils ont été invités à des débats, beaucoup de débats
19 ans, qui a vu l'extraterrestre. Après, il a même créé une société UFO Investigation qui a réalisé des émissions télé sur les ovnis. Donc tu vois, il y a eu tout un business après. Voilà, donc soumettre. Après, il y a l'avis sceptique, l'analyse sceptique, donc qui nous dit que des choses qui ne vont pas dans leur témoignage. Le détecteur de mensonges croyait que le témoin croyait en la réalité de son enlèvement n'avait pas l'expérience requise pour s'en servir. Refusait de soumettre un nouveau test. Conclut que toute l'affaire n'était qu'une supercherie. Voilà. Pour sa part, le sceptique Joe déclare que le comportement de Hickson était douteux et qu'il avait modifié ou embelli son récit lorsqu'il était passé à la télévision. Ouais, donc nickel, un mec, voilà, il imagine que Hickson, Hickson c'est le premier, le plus vieux, a imaginé cette rencontre avec d'extraterrestres lors d'un état de rêve éveillé et que la confirmation par Parker du récit de Hickson était due à sa grande sensibilité puisqu'il avait affirmé à la police qu'il avait perdu connaissance. Donc voilà, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas, de toute façon on ne saura jamais. C'est vrai que c'est bizarre qu'après ils font tout des business et tout. Voilà, si tu veux, faut pas. Bon, des fois il y a des trucs qui portent à confusion, tu vois ce que je veux dire, quand le mec est complètement. On va voir ça après. Mais là on pense que c'est plus une supercherie pour faire du business, pour faire de l'argent, avec des séries, des émissions, quoi, des livres même, et puis voilà, tout ça quoi. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Je te laisse le choix d'en décider. Voilà. Comme je t'ai dit, moi je pense que ça peut être vrai, même si là à mon avis, ça sent trop l'argent, tu vois, ça sent trop l'argent. Alors ensuite, on va lire l'histoire d'OVNI de Antonio Villaboas. Donc Antonio est un fermier brésilien qui a prétendu avoir été enlevé par des extraterrestres en 1957. Si d'autres affaires similaires circulaient déjà depuis des années, le récit de Villaboas a toutefois été l'un des premiers récits d'enlèvement à susciter un grand intérêt. Alors donc, on nous raconte qu'au moment de son enlèvement présumé, Antonio Villaboas était un fermier brésilien de 23 ans qui travaillait la nuit pour éviter des chaudes températures de la journée. C'est pas con en vrai. Non, bah, c'est pas con, mais j'espère qu'il les voyait quoi. Alors, l'enlèvement. Parce qu'il n'y a pas que l'enlèvement, il y a pire que l'enlèvement, entre guillemets, tu vas voir. Alors, le 16 octobre 1957, alors qu'il laboure ses champs près de São Francisco de Sales, il aperçoit dans le ciel nocturne ce qu'il décrit comme étant une étoile rouge. Selon son récit, cette étoile se rapproche de l'endroit où il se trouve, en grossissant jusqu'à prendre l'aspect d'un engin aérien à peu près circulaire ou ovale, avec une lumière rouge sur le devant et une coupole tournante sur le dessus. L'engin amorce sa descente, se posant dans le champ sur 3 jambes. Boas s'enfuit. Boas, c'est le fermier. Boas tente d'abord de se sauver sur son tracteur, mais après avoir parcouru une courte distance, le moteur et les phares s'arrêtent et il décide de continuer à pied. Il est alors saisi par un humanoïde de 1,50 m de haut qui porte une combinaison grise et un casque. Ses yeux sont petits et bleus et il ne parle pas une langue humaine mais émet des aboiements et des jappements. 3 êtres semblables se joignent ensuite au premier pour maîtriser Boas, traînant celui-ci à l'intérieur de leur vaisseau. Une fois à l'intérieur de l'engin, Boas est dépouillé de ses vêtements et oint de la tête aux pieds d'un shell inconnu. Ils ont mis un shell inconnu de la tête aux pieds par des humanoïdes qui semblent communiquer entre eux au moyen des sons ressemblant à des vocalises et des cris d'animaux. Il est ensuite conduit dans une grande salle semi-circulaire, franchissant une porte arborant d'étranges symboles rouges. Boas affirme avoir pu mémoriser ces symboles qu'il reproduisit plus tard à la demande des enquêteurs.
les êtres prélèvent des échantillons de sang au niveau de son menton. Après cela, il est amené dans une troisième pièce et laissé seul pendant environ une demi-heure. Pendant ce temps, une sorte de gaz se diffuse dans la pièce qui rend Boas très malade. Donc après, il y a eu l'accouplement. Oui, tu as bien entendu l'accouplement. Donc peu après, à ce que prétend Boas, il est conduit dans la salle par un autre humanoïde. Celui-ci, cependant, est une femelle très attirante et nue. Elle est de la même taille que les autres êtres qu'il a rencontrés, avec un visage triangulaire, au menton petit et pointu, et aux grands yeux bleus comme ceux d'un félin. Ses cheveux sont longs et blancs, voire blond platine, mais ses poils des aisselles et t'as capté, sont rouges vifs. À deux chats. Boas, qui rapporte avoir été fortement attiré par la femelle, a des rapports sexuels avec elle. Pendant l'acte, Boas note que la femelle ne l'embrasse pas, mais plutôt qu'elle lui pince le menton. Quand tout est terminé, la femelle sourit à Boas, frontant son ventre et faisant un geste vers le haut. Boas y voit le signe qu'elle va élever leur enfant dans l'espace. La femelle semble soulagée que leur tâche soit terminée, tandis que Boas lui-même s'irrite de n'avoir été qu'une sorte d'étalon pour les extraterrestres, les humanoïdes. La sortie, donc on nous dit, voilà, après Boas est invité par les humanoïdes à se rhabiller, puis à faire le tour du vaisseau. Durant la visite, il essaie de prendre un objet ressemblant à une montre comme preuve de sa rencontre, mais est surpris par les humanoïdes qui l'en empêchent. Escorté ensuite hors de l'engin, il assiste au décollage et au départ du vaisseau, brillant de mille feux. De retour chez lui, Boas constate que 4 heures seulement se sont écoulées. La suite, donc, Antonio Villas-Boas devient plus tard avocat. Il se marie et a 4 enfants. Il meurt en 1991 et il a toujours maintenu l'histoire de son enlèvement. Toute sa vie, il a maintenu. Donc les doutes. On nous dit que le chercheur Peter Borgenson doute de la véracité du récit de Boas. Il fait remarquer que plusieurs mois avant celui-ci ne fasse récit de son enlèvement supposé, le périodique Cruazaro avait publié un article sur une affaire similaire. Il y a eu un article qui ressemblait étrangement à celui de Boas quelques temps avant. Donc on dit que Boas aurait emprunté certains détails de ce premier récit, ajoutant des éléments puisés dans les récits de George Adamski, un autre truc d'alien. Peter Glajon note en outre que la raison pour laquelle le récit de Boas paraît crédible, donc lui c'est pourquoi il a paru crédible, il nous dit que c'est laquelle tout fermier de l'intérieur du Brésil ne peut être qu'un paysan illettré, incapable d'inventer une telle histoire, et vu que lui, voilà, il savait s'exprimer et tout. Donc le fait que les Villabois étaient propriétaires d'un tracteur montrait qu'ils appartenaient à une catégorie sociale bien au-dessus de celle des paysans. On s'était désormais, quand on ne peut, là c'était un jeune homme en pleine ascension sociale, qui suivait des cours par correspondance pour devenir avocat. Apprenant cela, les ovnilogues qui trouvaient Boas trop simple d'esprit pour fabriquer toute cette histoire se mirent dès lors à soutenir qu'il était trop bourgeois et respectable pour se prêter à un tel simulacre. Donc vu qu'il était un peu plus, on va dire, intelligent pour eux, selon leurs critères par rapport aux paysans, ce qu'on avait l'habitude de voir chez les paysans, vu que lui il était entre guillemets lettré et tout, il faisait des études d'avocat, et ben ils se sont dit, c'est impossible qu'il mente un mec comme ça, en gros. Donc voilà. Et c'est impossible qu'il ait inventé cette histoire. Voilà, voilà. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pareil? Je n'en sais rien. Alors je pense que je vais arrêter là la vidéo en fait, parce que j'ai envie de faire un deuxième épisode. Donc on aura vu 2 histoires d'enlèvement. Donc voilà, tu me diras ce que t'en as pensé. De toute façon, des histoires comme ça, il y en a plein. Donc voilà, c'est à toi de penser ce que t'as envie. Mais c'est toujours intéressant, c'est toujours cool de lire ça. Voilà, ça fait plaisir, quoi. On aime. On adore. En tout cas, moi, oui. Bref, bah écoute, je vais te laisser. Dis-moi ce que t'as pensé de ces 2 histoires. La première histoire d'argent, un petit peu. Et celle-là, voilà. Il y a les 2 autres histoires. Il y en a une, c'était genre. Bon, les mecs ont été soupçonnés de toxiques, quoi. Enfin, d'être drogués, quoi, tout simplement. C'est possible aussi, hein. Mais bref.